Je vais vous présenter maintenant les scènes des massacres de Scio, qui est le premier tableau parmi les grands formats de Delacroix que nous avons fait restaurer. Nous avons commencé par celui-ci parce que c'est un des premiers que l'État a acheté, et donc c'est un tableau qui a toujours été conservé en musée. Même si malgré tout il est passé entre plusieurs maisons, il a d'abord été présenté au château de Versailles, puis au musée du Luxembourg, le musée des artistes vivants, sous la Restauration et la monarchie de Juillet, avant d'arriver au musée du Louvre en 1874. Ce tableau, c'est aussi un format quand même assez important. Le premier dans lequel Delacroix a investi beaucoup de lui-même, puisqu'il a agi en dehors de toute commande d'État. Il n'était pas certain que les musées achèteraient cette œuvre, même si elle était destinée à ce type d'institution. Il l'a peinte en 1824, en réaction à une actualité politique qui avait beaucoup marqué et ému l'Europe entière. C'est la guerre d'indépendance, un des épisodes en tout cas de la guerre d'indépendance des Grecs dans les années 1820. Nous sommes ici sur l'île de Chios, face aux côtes turques, et en 1822, année pendant laquelle, en représailles d'une aide que les habitants de l'île ont fournie à des rebelles grecs, l'armée ottomane exerce une répression sanglante, à la fois par des massacres en masse de populations civiles, mais aussi la déportation d'un certain nombre d'entre eux, notamment des familles entières, des femmes, des enfants, qui ont été emportés. Et Delacroix, lorsqu'il expose ce tableau au salon de 1824, l'intitule donc Scène des massacres de Scio, mais le sous-titre, c'est les Grecs attendant la mort ou l'esclavage. Ce qui est très original, c'est que Delacroix essaye de se mettre vraiment dans la peau d'un reporter de guerre. Il nous livre ici un reportage, alors qu'il n'a jamais mis les pieds dans l'île de Chios, ni même en Grèce. Mais il se documente énormément, il lit les relations qui en sont faites dans la presse, il rencontre des militaires qui reviennent de ce champ de bataille, et puis il collecte le plus d'objets qu'il peut en provenance donc de Turquie ou de Grèce et du Proche-Orient en général. Et tout cela contribue à l'aspect extrêmement statique et figé de cette scène, puisque malgré le titre, les massacres en tant que tels sont relégués à l'arrière-plan, et vous les voyez au centre de l'image, mais évoqués de manière très lâche, très rapide, au second plan, puisque tout le premier plan est occupé par ces Grecs qui attendent. C'est vraiment ce moment d'attente, d'incertitude, d'angoisse extrême qui finalement constitue dans les faits la plus forte réalité de la guerre. Et il va représenter donc cette angoisse sur les corps et sur les visages d'anonymes. Là aussi, c'est une nouveauté. Il n'y a aucun chef rebelle, par exemple, qui puisse être identifié ou nommé. Delacroix évacue toute allégeance ou toute citation à un personnage politique connu pour représenter uniquement des civils anonymes de tous âges et aussi de tout rang social. Il y a parmi eux des gens pauvres ou dénudés, mais aussi certainement des gens des classes les plus aisées de l'île, des familles d'armateurs ou de marchands qui étaient particulièrement pris pour cible pour les prises d'otages et l'esclavage. On le remarque à la richesse de leurs vêtements, de leurs bijoux et des accessoires épars au premier plan de l'image. L'autre caractère étonnant de cette composition, c'est son format vertical. Là où pour une action guerrière, on aurait attendu une sorte de travelling, une sorte de déroulé latéral de l'action, eh bien Delacroix opte pour un format vertical qui justement a pour but de créer comme une sensation d'instantané, de stopper, de figer l'action, et par conséquent, il donne une importance considérable au ciel, au paysage. Un paysage où l'on devine des incendies, des courses-poursuites à travers la plaine, un port dans lequel s'affrontent des bateaux ou dans lequel des voiliers sont en flammes. Mais le reste de l'île est un superbe paysage, comme traversé à vol d'oiseau, sur une mer extrêmement calme, bleue, et puis un ciel qui est très étrange, un ciel à la coloration légèrement orangée et bleue, qui est totalement plat, étal, inexpressif, dirait-on. En tout cas, on ne sait pas si c'est le produit d'un accident ou d'une inspiration, mais toujours est-il que peut-être Delacroix a recherché volontairement
un contraste très fort, un paradoxe entre cette nature insensible, éternellement belle, et puis très, très ensoleillée, et puis l'horreur de la condition humaine qui se passe sous ce ciel méditerranéen très serein. C'est un effet esthétique typique de l'esthétique romantique. On cherche les contrastes entre le sublime et le bouffon, le tragique et le comique, ou la beauté et la laideur. Et c'est un procédé aussi qui est typique des poésies, enfin de l'art poétique de Lord Byron. Lord Byron qui est certainement aussi l'une des grandes sources à laquelle s'est inspiré Delacroix, Lord Byron, qui est un modèle aussi d'engagement, c'est un poète qui a quitté sa tour d'ivoire pour participer à cette guerre aux côtés des insurgés grecs. Voilà, c'est une esthétique qui est totalement dans son époque, dans son temps, et qui recherche ces contrastes très forts, ces paradoxes entre la beauté, la laideur, l'âpreté et la contingence de cette guerre et puis l'éternité du paysage. Autre détail important aussi, c'est l'absence de tout signe religieux. Delacroix ne fait pas de ce combat une croisade, par exemple, des chrétiens orthodoxes grecs contre les musulmans ottomans. Il n'y a aucune référence donc à un recours à une prière, il n'y a même pas de geste de prière, et à part le regard de la vieille femme au premier plan qui semble implorer le ciel, qui peut-être est la seule forme de religiosité ou de prière qui peut apparaître dans ce tableau, eh bien ce regard tombe dans le vide, justement. Il ne rencontre aucune réponse, que ce soit dans le ciel ou bien, évidemment, il n'y a certainement aucune apparition d'un ange ou d'une allégorie qui viendrait réconforter ces Grecs. Donc là aussi, cette représentation très sécularisée, très laïcisée, de la guerre, de sa réalité atroce, et puis de l'absence d'espoir pour ces populations civiles, c'est quelque chose qui rend le tableau très moderne, évidemment, dans son époque. Alors le tableau a été présenté, comme je le disais, au Salon 1824. Delacroix l'a réalisé en très peu de temps, en à peu près 6 mois. Et pour cela, on a la chance de suivre quasiment au quotidien l'élaboration du tableau, puisque Delacroix tient son journal à cette époque. Donc on peut en suivre la réalisation semaine après semaine. Et lorsqu'il le présente au Salon 1824, il sait qu'il va frapper un grand coup. Et il y arrive parfaitement puisque la critique évidemment est médusée par ce tableau. Il surfe évidemment sur ce mouvement de sympathie qu'ont les Français pour la cause des Grecs, donc le sujet passe sans problème. Et puis malgré son âpreté, malgré les horreurs, les laideurs de la mort, de la souffrance, de la guerre que Delacroix ne veut certainement pas cacher, au contraire qu'il projette devant les spectateurs, eh bien globalement, la réception est plutôt bonne. Delacroix, même s'il peut paraître très clivant, certains rejettent déjà cette esthétique de l'horreur et du laid, malgré tout, la réception en tout cas est globalement favorable et en tout cas très attentionnée envers cette œuvre qui bénéficie immédiatement de l'achat par la direction des musées royaux. Et ce qui est un grand honneur évidemment, dont Delacroix bénéficie cette fois-ci pour la 2e fois déjà, alors qu'il n'a que 26 ans, puisque son premier tableau, 2 ans plus tôt, Dante et Virgile, avait été aussi acheté par la couronne. Ce tableau a donc ensuite évidemment vécu une vie relativement paisible, de musée en musée. Malgré tout, il lui était arrivé parfois quelques accidents, une déchirure par-ci, un petit accroc par-là. Il avait subi un rentoilage, c'est-à-dire un renforcement de tout le support qui est constitué de 2 laies de toile assemblées par donc une toile de renfort appliquée, collée au revers. C'était dans l'après-guerre, en 1948. Mais en 2019, lorsque donc a été décidée cette restauration, il était nécessaire absolument d'alléger les vernis qui étaient devenus très jaunes, très obscurcis, avec une quantité considérable de couches successives. Cela crée une sorte d'écran qui rendait imperceptibles les nuances de couleurs, et le retrait de ces vernis a provoqué la prise en compte d'un tableau que l'on doit considérer comme beaucoup plus froid que ce qu'on imaginait. C'est un tableau extrêmement froid, où les bleus et les blancs sont très présents. Tout le premier plan que l'on imaginait du sable, en réalité, c'est plutôt de la craie qu'il faut y voir. C'est extrêmement blanc, très calcaire. Delacroix l'a travaillé aussi en matière, puisqu'il a mêlé un petit peu de sable avec l'huile pour faire vraiment ressentir cet aspect granuleux du premier plan.
pour lui donner un fort relief. Et ce qui est apparu aussi, c'est que c'est un tableau extrêmement expérimental. Delacroix essaye, sur certains endroits, mais pas à d'autres, des procédés de construction des volumes avec des moyens entièrement nouveaux. Regardons par exemple attentivement l'avant-bras de la vieille femme assise au premier plan. Vous verrez que toute sa main et son avant-bras sont construites par juxtaposition de tons très purs, avec des bleus notamment, mais aussi des blancs, des verts, des roses. Et l'ombre portée de sa manche sur le bras est entièrement traitée en rouge, un rouge presque vermillon, dans lequel figurent quelques minuscules touches de vert. Or le vert, comme on le sait, est donc la couleur la plus opposée au rouge. Cela montre que dès 1824, Delacroix pratique et expérimente ce qui va être théorisé 10 ans plus tard par le chimiste Chevreul comme étant le contraste simultané d'une couleur. C'est-à-dire que si vous voulez donner la plus grande vivacité, le plus grand éclat à un rouge, le mieux c'est de le juxtaposer à la couleur donc la plus opposée dans le spectre, qui est le vert. Et ça, Delacroix, réellement, l'expérimente sous nos yeux, en dehors de toute théorisation qui n'est pas encore présente à cette époque. Et au-delà de ça, alors, rien que le fait de traduire une ombre par du rouge est aussi assez original. Il a dérivé ce procédé de Rubens, mais là, il le porte à un niveau que même Rubens lui-même n'avait pas porté, exacerbé à ce point. Et quelques centimètres à côté de cela, vous avez une autre expérimentation que Delacroix fait sur le corps du petit garçon recroquevillé. Alors c'est un détail particulièrement macabre, puisque c'est un jeune garçon qui semble ramper sur le cadavre de sa mère, qui a la peau verdâtre avec des plaques mauves, bleu ciel et vertes. Son sein est couvert de veines qui sont devenues presque noires à travers la mort. Et donc cet enfant, lorsqu'on le regarde de près, est constellé de petits points, alors qui sont certes assez espacés les uns des autres, mais qui anticipent de 50 ans la technique des peintres pointillistes, ce qu'on appellera le néo-impressionnisme, avec donc un procédé de création du modelé de loin, par des juxtapositions de points de couleur pure que l'on ne peut voir que de près. Donc autant d'expérimentations assez ébouriffantes que Delacroix d'ailleurs ne répétera pas nécessairement plus tard et qu'il a expérimenté à des endroits précis du tableau mais pas de manière globale et qui contribue aussi certes à la forte hétérogénéité de ce tableau. Un tableau déjà qui est assez centrifuge dans sa composition, du vide au centre et des personnages qui sont relégués aux marges de la composition. Et puis en plus, voilà, un effet de collage, de juxtaposition de personnages qui ne correspondent pas vraiment entre eux, qui sont isolés, qui sont enfermés dans leur douleur, et parfois aussi donc traités, même picturalement, de manière différente. Et avec toujours aussi une très forte âpreté. C'est une peinture très nette, très affûtée, qui n'a pas encore les effets de flou, de profondeur de champ, de rondeur que Delacroix mettra au point plus tard. Ce qui est apparu aussi à travers les examens d'imagerie, c'est que le personnage enturbané, qui est à peu près au milieu de la composition, mais beaucoup plus sombre dans la pénombre, c'est un personnage qu'il a ajouté au dernier moment. Sans doute que le centre qu'il avait volontairement vidé pour laisser apercevoir le massacre puis le paysage était malgré tout trop ouvert, trop vaste, et il a voulu le meubler au dernier moment avec un personnage ajouté, mais pour ne pas lui donner trop d'importance, il l'a projeté dans une sorte de pénombre, puisque c'est un personnage a priori qui fait partie des oppresseurs, des ennemis. Et puis pour ne pas faire aussi de l'ombre au superbe oppresseur musulman qui lui est totalement déporté à la périphérie de la composition, avec un groupe presque directement inspiré de la sculpture baroque de cette femme nue, emporté par ce janissaire turc à cheval, qui en soi est un magnifique morceau, et le cheval lui-même, ce cheval cabré, triomphant, écumant, est une citation directe, un hommage direct que fait Delacroix au cheval cabré du hussard de Géricault, peint une douzaine d'années auparavant. C'est un hommage particulièrement, évidemment, douloureux et ému de la part de Delacroix, puisque Géricault est mort justement en ce tout début d'année 1824, au moment où Delacroix entame la création de ces scènes des massacres de Sceaux. Des scènes de massacres de Sceaux qui eux-mêmes aussi, évidemment, par leur sujet même, l'attente, l'angoisse, la mort, les blessures,
de tous ces anonymes, c'est évidemment un hommage au radeau de la Méduse, qui est aussi la représentation de tout un groupe d'anonymes voués à une mort certaine et à l'angoisse de ces journées d'errance sur un radeau.